Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le monde. Je voudrais vous souhaiter le bienvenu de la part de l'OMS sur euh, la- le groupe collaboratif sur les programmes de vaccination en récupération post-COVID-19. Je voudrais vous expliquer un peu tout ce qui est administratif sur cette séance. Si vous voulez utiliser de l'interprétation pendant cette séance, nous avons de l'interprétation simultanée. Vous pouvez l'accéder à travers le globe en bas de l'écran. Vous pouvez aussi suivre les instructions qui sont présentes sur votre écran. Pendant la séance, vous pouvez échanger avec les facilitateurs et les présentateurs à travers la boîte chat. Nous vous encourageons aussi de poser vos questions à travers cette boîte. Pendant la partie questions et réponses, vous pouvez vous lever la main et ouvrir votre micro pour poser des questions en direct. Nous vous demandons aussi de vous nommer par rapport à votre nom, nom de famille, prénom et pays d'origine pour mieux vous identifier. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Joanna Feynman, notre cadre technique, et Noël, économiste depuis l'unité stratégie euh, qui travaille sur l'agenda d'accès global, et Raja Kunamar qui travaille pour la gestion des programmes chez Gavi. La séance d'aujourd'hui va traiter euh, la proposition stratégique que vous êtes en train de préparer, la question de réflexion de la semaine dernière, les choses apprises de la dernière séance et notre sujet d'aujourd'hui, ce qui est plaidoyer et financé à l'intérieur de votre gouvernement, suivi par une partie questions et réponses. Prochaine diapositive. MJ, si vous pouvez juste rester sur la diapositive, s'il vous plaît. Désolée, j'ai eu des problèmes techniques avec le changement des diapositives. Je vais juste arrêter et recommencer. MG, assurez-vous qu'il n'y a pas un chronomètre mis en place sur la présentation. Pendant que nous sommes en train d'attendre, juste pour rappel, sachez que toutes les ressources et les enregistrements ainsi que les diapositives vont être téléchargés sur notre site web à la fin de la séance, dont vous pouvez avoir accès. Et nous allons partager ce lien à travers le groupe de collaborateurs. Et si vous avez des problèmes avec l'accès à ces ressources, vous pouvez nous envoyer un mail. Pendant l'attente, je vais demander à MJ, est-ce que ça pourrait vous aider si c'est moi qui partage les diapositives? Est-ce que vous voulez y aller? Vous voyez mon écran? Oui, ça va très bien, merci. Alors, quelques rappels autour de la proposition stratégique et étude de cas que vous êtes en train de préparer. Ces ressources sont disponibles dans le groupe d'apprentissage de Boost. Veuillez télécharger une copie pour rédiger votre proposition de projet. Nous allons partager les liens dans la boîte chat. Si vous pouvez suivre les instructions et les questions dans le cadre pour compléter votre proposition stratégique avant le 1er juillet, nous allons partager des instructions sur la soumission de votre proposition la semaine prochaine à la disponibilité et l'ouverture du portail. Et vous allez transférer vos réponses dans le portail de soumission où vos propositions vont être révisées par nos experts et nos membres. Et votre proposition et étude de cas devraient concentrer sur les activités d'améliorer votre programme de vaccination
en récupération après le Covid-19 et doit concentrer sur les aspects et des régions de vaccination qui ont souffert le plus pendant la pandémie Covid-19. Il faut faire référence aux données spécifiques à votre pays et des documents concernant dans vos propositions, particulièrement pour justifier le choix de l'activité. Nous avons mis en place aussi des questions et réponses communs pour vous aider à préparer votre proposition. Nous vous encourageons de lire ces questions et réponses avant de soumettre des questions à nous directement. Et encore un lien à notre bibliothèque de ressources que nous allons partager dans le chat bientôt. Et puis, juste une réflexion sur la question du forum de la semaine dernière, ce qui était de quel sujet dans la présentation va vous aider pendant la préparation de votre proposition? Voilà un regroupement de toutes vos réponses de la question de la semaine dernière, ce qui était la rédaction, le timing et une structure à mettre en place pour votre proposition ou votre rédaction scientifique. Avec ça, nous allons donner le parole à MJ. Non, c'est Samir qui va prendre le parole. Samir, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Samir, juste une seconde, s'il vous plaît. En attendant Samir, je pense que c'était formidable de voir des réponses de tout le monde. Nous avons ressenti une motivation pour la rédaction de vos propres résultats et nous voudrions renforcer et vous motiver aussi de documenter les leçons que vous avez apprises depuis votre expérience parce que vous avez déjà eu plusieurs expériences, comment améliorer ou les méthodes, des idées sur des méthodes d'améliorer des programmes vaccinaux dans vos pays respectifs. Alors, Samir? Oui, je suis ici maintenant. Prochaine diapositive, juste les choses apprises depuis la semaine dernière. Comme vous en souvenez, nous avons parlé du fait que la rédaction est difficile pour tout le monde, mais c'est très important de communiquer ses résultats de son propre travail, que la rédaction est une capacité, ce n'est pas un talent inné. Il faut faire et refaire pour pouvoir améliorer sa capacité de rédaction. Et nous avons parlé du structure standardisée de l'IMRAN et que pendant que vous êtes en train de rédiger vos articles scientifiques, il faut s'assurer de travailler à l'envers, de parler de vos résultats, de la discussion, que la discussion s'agisse des résultats, que après vous avez les méthodes qui concernent les résultats, qui montrent bien comment vous êtes arrivé à vos résultats, et puis à la fin vous mettez votre introduction qui va résumer un peu tout ce que vous avez dit sur les résultats de la discussion et les méthodes. Alors avec cela, je vais passer le parole à Johanna pour lancer la séance. Est-ce que vous voulez partager votre écran ou préférez-vous que moi je contrôle vos diapositives? Non, si vous pouvez me laisser partager mon écran, ce serait chouette. Ok, vous pouvez continuer. Alors bonjour à tout le monde. Je m'appelle Johanna Feynman, je fais partie du département IVP au siège de l'OMS. Je travaille avec Laura Samir et ses collègues. Le point de concentration pour la stratégie de vaccination nationale, ce qui est le nouveau titre pour le plan multi-année dont vous êtes familier, le CYP qui a été utilisé pendant plusieurs années. Alors, nous avons publié en août de l'année dernière des lignes directrices sur ce nouveau programme du SVN. Et je vais vous donner un contexte sur le SVN et comment ça peut vous aider avec une implémentation une implémentation de votre plan vaccinal et de mettre en place vos priorités pour les années à venir.
Vous voyez que le planning organisationnel en fait partie de ses priorités. Il y a aussi le lien vers les lignes, le guidage, ainsi qu'un mail pour demander des questions directement. Je voudrais souligner des caractéristiques clés du SVN pour faire une modification d'orientation avec des leçons apprises depuis des plans multi-années précédentes. Nous voudrions faire un plan plus stratégique. Je voudrais souligner ces 5 points que vous voyez sur la diapositive. D'abord, le nouveau guidage s'aligne avec les cadres régional et le IA 2030 et la stratégie globale du Gavi 5.0. Et l'objectif aussi est de se concentrer sur la responsabilité et d'assumer le processus et la stratégie en soi. Nous renforçons à travers le guidage un document qui appartient au pays, qui est construit sur des échanges et de l'engagement des différents acteurs au sein du pays pour vraiment construire une responsabilité depuis le pays. C'est très stratégique et, euh, et précis. Un document de 30 pages à haut niveau, très global, très stratégique, avec une approche customisée par pays. Ça devrait être intégré dans le planning du secteur de santé national et engager plus d'acteurs dans le processus d'organisation. Et finalement, l'objectif est que ce soit réaliste, que ça fasse partie d'un processus de négociation avec le ministère de Santé, de Finances et des acteurs stratégiques pour pouvoir mettre en place un plan stratégique mais réalistique qui peut être réellement appliqué. Sur notre site web, vous voyez le procédure de cette étape du développement du SVN. En commençant avec l'identification euh, des équipes et acteurs concernés, de mettre en place de documentation, de mettre en place de l'évaluation pour identifier des écarts et des besoins en termes de données et de pouvoir vraiment construire dans le développement d'une stratégie avec une vision et des objectifs pour des 5 années à venir et les activités liées pour atteindre ces objectifs. Lié à ça, il y a aussi le cadre de surveillance et d'évaluation et des obligations de sources et de ressources, ce qui est fait à travers la demande du SVN qui était fait en partenariat avec UNICEF avec une concentration sur les catégories de ressources. Tout ça a pour objectif de mettre en place un dialogue, un échange sur le budget, sur le financement, avec concertation avec des partenaires de ressources. La prochaine diapositive vous montre que depuis le développement de stratégies jusqu'au dialogue sur le budget, cette procédure est censée être répétitive et cyclique pour que l'engagement à travers, en ce qui concerne le budget, commence le plus tôt possible et que ça puisse soutenir le développement stratégique pour que les activités identifiées et les stratégies identifiées peuvent être implémentées et appliquées parce que les ressources sont vraiment disponibles et que cet échange sur la stratégie et le budget est assumé par le pays. Et vous allez voir plus tard dans le pays que ces objectifs et ces résultats vont aussi soutenir le procédure du Gavi, de la demande du Gavi.
Sur cette discussion sur plaidoyer et financer, je vais vous donner plus de détails sur comment engager dans un dialogue budgétaire. Tout ça vous fournit avec des astuces à faire pendant cette étape et ma collègue Nathalie va vous en expliquer en plus de détails, mais des réflexions sur comment défendre votre budget pendant ces discussions sur un budget, comment justifier vos arguments sur les investissements, comment mettre à jour des estimés de ressources sur la base et selon les retours qui vous seraient donnés et de pouvoir identifier potentiellement des autres ressources de financement pour votre organisation. Tout ça peut soutenir un bon dialogue et une bonne échange et peut être fait à travers le ministère de Santé et de Finances et peut être fourni au bureau de finances quand c'est nécessaire. Ça souligne l'importance d'avoir une claire préparation et approche à cette conversation budgétaire pour pouvoir défendre et justifier les ressources nécessaires pour des programmes vaccinaux. Maintenant, je vais donner la parole à Nathalie pour pouvoir parler en plus de détails par rapport à cette question de financement. Merci, Johanna. Nathalie, est-ce que vous voudriez que j'arrête de partager ou on continue? Non, on continuons pour que ça ne s'interrompe pas. Merci, Laura. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis ici pour échanger avec vous, pour parler avec vous sur la concentration sur les budgets et le financement stratégique vaccinal. Mais avant de parler de plaidoyer ou de justifier vos budgets, je voudrais parler des sources de financement dont vous pourriez utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces ressources? Alors, nous avons des ressources qui sont publiques ou privées, externes, que ce soit public ou privé, et tout ce qui est privé, et le gouvernement. Alors, en ce qui concerne soins de santé universels, c'est justifié de recommander pour les services publics doivent être accessibles à tout le monde, ce qui veut dire que le gouvernement devrait aider à payer pour la plupart de ces services. C'est parce que euh, comme c'est une ressource domestique et publique, le gouvernement peut mobiliser des ressources assez rapidement, ce qui veut dire si vous êtes riche, vous pouvez faire rapidement et vous pouvez contribuer plus. Si vous avez moins de ressources, vous contribuez moins. Mais ça peut être aussi partagé et utilisé de manière équitable. Mais le problème, c'est que les ressources gouvernementales sont normalement partagés avec des autres ministères comme la défense, développement d'infrastructures, etc. Et même au sein des ministères de santé, nous sommes en compétition avec des collègues pour mobiliser des ressources sur des maladies non communicables, des établissements de santé, etc. Alors, même si le ministère de Santé est censé aider avec ces programmes vaccinaux, il y a une limite de ressources. Et des sources de financement externe, nous pourrions dire que ce n'est pas très cher de mettre en place un programme vaccinal. Nous pouvons demander à chaque foyer de contribuer. Mais le problème avec ça, c'est seulement les foyers avec des ressources vont choisir de payer pour se faire vacciner, ce qui veut dire que nous n'aurons pas le niveau de couverture que nous souhaiterons. Et ça nous intéresse aussi de faire de la surveillance sur les dépenses sur la santé. Et ça peut représenter une cause de pauvreté pour certains foyers. Alors, c'est pour ça que les dépenses depuis les foyers n'est pas une source à rechercher.
Et la troisième source, ce sont les bourses. Et ça, c'est une solution pour les pays avec des ressources limitées ou de faibles ressources. Mais il faut attribuer le temps approprié à rechercher ces ressources. Et nous savons que quand nous avons trouvé un programme ou des services, nous sommes en train de le financer avec de l'argent des donateurs. Ça ne s'aligne pas nécessairement avec les priorités gouvernementales. Ce qui veut dire que nous avons un plan, nous avons des donations privées qui puissent être en parallèle à soutenir notre plan, mais ne s'alignent pas. Alors, il faut gérer deux différents flux de fonds, mais le financement des sources privées est très important. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les ressources publiques domestiques. Je vais commencer avec une question et je vais rester assez générale dans mes propos. Mais je voudrais interagir avec vous et la question, c'est combien les gouvernements contribuent aux dépenses de vaccination dans les pays Gavi. 0 à 10%, 10 à 25, 25 à 50% ou plus de 50%. Ça concerne des pays Gavi, alors des pays à faibles ressources ou à moyennes ressources. Oui, ça va. Nous avons 100% des personnes qui ont répondu. Très bien, très bien. Alors, la prochaine diapositive. Je vais arrêter le questionnaire. Merci. Alors, voilà la réponse. Dans des pays à faibles ou moyennes ressources, 24% des dépenses sont payées par le gouvernement, ce qui veut dire pour 75% du financement, je dépense sur des sources externes. Si je suis un pays à moyenne ressource, c'est à peu près 45% des dépenses qui est couvert par le gouvernement. Mais si vous regardez là sur l'orange, les pays Gavi aux moyennes ressources, la couverture gouvernementale peut aller de 10% à hauteur de 85%. Parce que dans ces pays, vous avez des pays qui sont prêts à transitionner et ne plus être des pays Gavi. Et ces pays-là ont besoin de payer presque à 100% pour leurs dépenses en termes de santé. Mais ce que vous voyez à droite aussi, ce sont les pays en gris. Ce sont les pays non Gavi. Il y a des pays qui ne reçoivent pas Gavi ou pas du financement privé, financement externe. Mais vous voyez que eux ont un gouvernement qui paye jusqu'à 100% pour la couverture vaccinale. Mais nous voyons aussi que ça peut baisser et il y a des autres sources qui payent pour la couverture vaccinale. Ça peut être un mélange entre le financement privé. Nous savons, par exemple, il y a des vaccins HPV qui sont disponibles et abordables, mais seulement si vous payez par foyer. Ce n'est pas couvert par le gouvernement. Il y a des autres gouvernements où ils ont beaucoup de dettes et ils sont toujours en train de se dépendre sur le financement des organisations d'aide. Et sur ce tableau, je voudrais vous montrer aussi ce problématique. Le tableau au milieu vous montre les boîtes bleues reflètent ce qui est à droite. Les pays à faibles ressources ou à moyennes ressources ont entre 24 et 45% de couverture par le gouvernement. Mais je sais, même si je sais que 24% de mon programme vaccinal est couvert par le gouvernement, mais ça vient complètement du ministère de Santé. Et dans des pays à beaucoup de ressources,
qui paye à 100%. Je sais que ce n'est pas complètement le ministère de Santé qui couvre toute la dépense. Alors là, je sais que je dois regarder au ministère de Santé combien est déjà couvert par le ministère de Santé et je demande que, que ce ministre me donne plus d'argent et je ne sais pas qu'il est déjà en train de couvrir à 100% le financement des autres programmes de vaccination, ça peut être très difficile. Alors, je vais vous donner accès aux autres tableaux de bord à consulter, mais il faut regarder dans votre pays, est-ce que mon ministère de Santé en train de contribuer autant ou moins, plus sur le programme vaccinal dans mon pays que des autres pays? Il y a 4 éléments qui sont importants pour négocier votre budget avec succès. D'abord, il faut savoir combien de ressources sont disponibles. Si vous demandez 4 millions, mais il y a qu'1 million disponible, vous n'allez pas avoir l'approbation de votre budget. Il faut savoir combien est disponible pour avoir un budget réalistique. Pas ce que nous voudrions faire, mais ce que nous pouvons faire. Deuxièmement, il faut savoir combien votre plan va coûter. Vous avez déjà peut-être fait un plan sur les coûts par unité, mais nous pouvons vous aider à préparer un un tel plan. Et troisièmement, il faut démontrer l'impact. Et ici, nous ne voulons pas dire impact comme résultat, pas vous me donnez 100 000 et je vais vacciner 50 000 enfants. Il faut dire pourquoi ça vaut le coup de vacciner, pourquoi ça vaut le coup de s'investir 100 000 dans la vaccination au lieu de dans des autres programmes. Et quatre, il faut démontrer que je peux utiliser mes ressources de bonne manière, que je les dépense tous et je le fais à temps et de manière efficace. Et voilà, j'ai une autre question de questionnaire ici. Est-ce que vous savez déjà au prix de qui vous sollicitez, vous devez vous solliciter pour des fonds? Là, c'est entre le gouvernement local, le ministère de la Santé, des partenaires, c'est toujours en train d'être répandu. Autre, ce serait intéressant dans le chat si vous pouvez me dire euh, ce que ça veut dire pour vous, autre, des autres ressources. Ministère de Santé et oui, 45%. Je vais vous donner un peu plus de temps. Alors, à peu près 50% de vous sont financés par votre ministère de Santé. Et à la fin, deuxième question, est-ce que vous savez combien de ressources sont disponibles? Et là, vous êtes en train de répondre dans le chat. Merci Lise d'avoir ouvert cette partie. Je peux arrêter de partager. Je ne peux pas voir. Ah, si. Pardon. Est-ce que vous savez combien de ressources sont disponibles? À peu près 50% de vous ont conscience de combien de ressources sont disponibles. Alors, la prochaine diapositive, je vais vous montrer euh, ce que je veux dire par montant de ressources. Si vous êtes le ministère de Santé, il y a un document dont il faudrait obtenir, ce qui est le cadre de dépenses au moyen terme, qui est publié par le ministère de Finances, ce qui dit pendant les 3 années à venir, euh, mes rentrées de fonds, le budget à dépenser et ça me donne l'idée de l'enveloppe de l'argent que le ministère de Santé va recevoir à travers les 3 ou 5 années à venir. Si vous regardez la prochaine diapositive,
euh, à comprendre le MTEF, le cadre de dépenses en moyen terme. Là, je vois très bien en fait l'espace économique du ministère de Santé. Je sais que le ministère de Santé doit s'approcher au ministère de Finances. Et là, je vais comprendre c'est quoi l'environnement économique. Est-ce que euh, mon PFB est en croissance, mon PIB en croissance? Est-ce que la santé ou la prioritisation sur la santé est en train d'augmenter ou diminuer? Combien est-ce que le ministère de Finances attribue pour le financement du ministère de Santé? Est-ce que c'est 5%, 6%? Et est-ce que c'est possible de comparer ces dépenses avec les autres pays? Est-ce que je vais recevoir de l'aide externe ou un budget étiqueté ou libellé spécifiquement pour un programme? Normalement, un gouvernement va dépenser seulement 65% de son budget, ce qui veut dire que le gouvernement détient des ressources, mais ne veut pas le dépenser. Alors, est-ce qu'il y a de l'argent qui est mis à côté pour des programmes en particulier? Et à la fin, il faut savoir le niveau de dette. Dans quelques pays, nous voyons que le ministère de Finances dépense autant sur les dettes que sur le secteur de logement. Et ça, c'est très, très important à savoir avant de négocier avec le ministère de Finances, parce que vous allez savoir à quel point il y a des limitations sur les dépenses par rapport à leurs dettes. Et je vous encourage de lire plus sur ce cadre d'évaluation sur l'espace économique. À un niveau global, et il faut penser aux situations de votre pays en particulier, mais il y avait une analyse faite par nos collègues dans le département, dans le service ici. Si nous regardons la tendance du croissance PIB, ce qui est la ligne verte, cette ligne verte augmente plus lentement que les dépenses du gouvernement sur la santé, ce qui veut dire que pendant la croissance du PIB, le gouvernement est en train de dépenser plus sur la santé à un taux beaucoup plus accru que la croissance du PIB. Alors ici, si vous regardez à droite des boîtes jaunes ou en bas les boîtes bleues, dans l'Afrique subsaharienne ou euh, en Asie développement et émergent, les prévisions montrent que la croissance doit être rapide en 2022 et 2023. Si je regarde le PIB de mon pays, j'attends que le gouvernement ait des ressources pour continuer, même augmenter le budget pour la santé dans mes pays respectifs. Si nous regardons en fait les questions, ça c'est une question dont nous avons déjà répondu. Alors deuxièmement, d'abord je voudrais savoir combien de ressources sont disponibles parce que quand je négocie, je voudrais comprendre le contexte de cette personne et je devrais savoir euh, comment mettre en place les coûts et les dépenses nécessaires pour mon plan. Johanna a une recommandation pour le développement des budgets pour des SVN. Et ça peut appliquer à votre projet, pas seulement à un SVN. Mais la première recommandation, c'est de engager le plus d'acteurs possible, même les personnes qui peuvent vous financer ou peuvent représenter des personnes qui peuvent vous financer. Essayez d'avoir des autres partenaires dans le secteur de santé avec lesquels vous pourriez collaborer, qui pourraient aider à soutenir vos programmes vaccinaux.
et vous développez les coûts et les dépenses avec cette personne et vous regardez ça en comparaison avec les ressources disponibles. Et rappelez-vous que les coûts sont là et vous allez les utiliser pour négocier. Vous allez tout mettre en place de manière réaliste par rapport à ce qui est disponible. Mais après, il faut négocier. Il faut ajuster vos dépenses, alors ajuster vos plans. Et pendant que vous faites euh, la liste des coûts, la liste des dépenses, vous allez regarder des meneurs de coûts, ce qui est le plus cher, les ressources humaines. Et les ressources humaines pour un programme vaccinal sont la ressource la plus chère. Et il faut aussi mettre en place des objectifs et des dépenses sur les objectifs qui sont spécifiques à votre programme vaccinal. Et puis après, les matériaux comme carburant ou des véhicules. Après, il faut du capital de maintenance et puis tout ce qui est utilitaire comme de l'eau, de l'électricité, etc. À droite, je vous ai mis en place une proposition de budget que vous pouvez mettre en place qu'on a utilisé pour la distribution du Covid-19, à utiliser pour les demandes pour du financement OMS, Gavi ou CDC. Ce sont les informations et les dépenses qui sont nécessaires à présenter pendant votre proposition. Et pendant la proposition de votre budget, il faut montrer le coût par résultat. Si vous allez essayer de vacciner un certain nombre d'enfants, vous allez aussi mettre le coût de vaccination par enfant parce que ça peut aider avec l'allocation des ressources. Maintenant, je sais déjà combien de ressources me sont nécessaires, le coût de mon plan. Maintenant, il faut démontrer l'impact attendu. Où cet impact pourrait avoir lieu. Alors, en termes de démonstration de l'impact, d'abord, avant de vous montrer comment, montrer le valeur de vos dépenses, j'ai une question pour vous. Quel impact votre projet aura-t-il? Et là, vous pouvez mettre la réponse dans le chat. Est-ce que vous pensez de l'impact de votre projet en termes de nombre d'enfants ou de prévention d'une épidémie de rougeole, de prévenir le risque de pauvreté par rapport aux dépenses sur la santé, alors de prévenir juste maladie en général. Est-ce que vous voulez améliorer la couverture ou augmenter la couverture en général? C'est quoi la valeur rajoutée pour la dépense? Parce que rappelez-vous qu'il y a de la compétition pour les ressources dont vous êtes en train de demander. Merci Laura. Alors ici, je vous donne deux exemples. Je vais revenir à cet exemple de pauvreté par rapport aux dépenses sur la santé. Quand nous sommes en train de parler de santé universelle, nous avons un souci sur les foyers qui deviennent pauvres par rapport aux dépenses euh, nécessaires pour les soins de santé et pour les adultes et pour les enfants. Nous avons vu que si les gouvernements se chargent de euh, dépenser plus pour la couverture de santé ou des programmes de santé universels pour éviter que les foyers euh, risquent la pauvreté par rapport à ces dépenses. Alors, à droite, vous voyez le tableau qui vous montre que quelques pays dépensent au même niveau. Si vous regardez en dessous du 200, la ligne horizontale, il y a des pays qui dépensent autant d'argent par enfant, mais n'ont pas la même couverture. Vous voyez que quelques pays ont 50%
des enfants ou plus qui ne sont pas vaccinés ou pas assez vaccinés. Ce n'est pas une équation qui dit, ah, la formule dit, ah, si je dépense autant, j'ai autant de couverture. Nous voyons qu'il y a une densité où nous avons besoin de campagnes aussi pour pouvoir, des campagnes vaccinales pour pouvoir augmenter la couverture de ces vaccins, où il y a des environnements où il y a des soucis de sécurité, alors il y a un coût plus élevé pour aller vacciner dans ces régions. Alors, tout s'applique de vos contextes spécifiques et c'est quoi l'investissement qui doit être fait pour atteindre des objectifs de couverture. Et sur la prochaine diapositive, le quatrième élément est de démontrer un bon usage de votre budget. Il faut montrer que vous pouvez dépenser votre argent, vous pouvez dépenser votre argent à temps, vous le dépensez bien, vous pouvez atteindre vos objectifs, même vous pouvez aller au-delà parce que vous avez rencontré des collègues qui ont déjà mis en place des campagnes pour accéder aux communautés avec des enfants qui ont besoin de prise en soin. Alors vous rejoignez leur campagne et vous économisez de l'argent. Si vous montrez que vous pouvez faire vos dépenses de manière efficace. Vous pouvez aussi montrer que vous êtes en train de dépenser vos ressources de manière équitable. Vous faites en sorte que tout le monde ait accès aux vaccinations et vous montrez que votre investissement est durable. Vous avez peut-être mis en place une campagne au début pour faire du rattrapage, mais pendant cette campagne, vous faites de la mobilisation sociale qui va avoir de l'impact sur les vaccinations de l'année prochaine. Alors l'année prochaine, pour repartir sur des campagnes vaccinales, il y a déjà le programme de l'année précédente qui a fait en sorte que les foyers comprennent pourquoi c'est important de vacciner les enfants. Tout ce travail a déjà été fait et ça va faciliter la vaccination routine pour l'avenir. Alors, ça montre une durabilité de votre programme. Je vais arrêter ici. Je ne sais pas si nous avons des questions dans le chat. Je pense pas. Je vais maintenant donner le parole à Jenna de Gabi. Merci Nathalie, incroyable. Ranjana, à vous de prendre la parole. Merci beaucoup Jana à Nathalie. Ces informations sont très très utiles. Vous avez parlé au niveau macro de relier le projet avec la stratégie vaccinale nationale, les coûts et le budget. Maintenant, je vais vous parler au niveau micro sur un projet et de partager mes expériences chez Gavi de comment nous avons financé des autres projets. Avant, j'ai vu dans la liste de participants, c'est très mélangé. Vous êtes peut-être plusieurs à ne pas connaître Gavi et des autres qui sont très, très, très familiers. Veuillez être patient. Si vous avez déjà vu, vous connaissez déjà quelques diapositives pendant que je vous présente un peu à quoi s'agit Gavi. Comme vous savez, l'objectif et la preuve de notre mission de Gavi, c'est de sauver des vies des enfants et protéger la santé des personnes en augmentant l'usage équitable des vaccins dans des pays à faibles ressources. Comme Jana, on a déjà parlé, c'est très important d'avoir cet accès aux ressources dans des pays à faibles ou moyennes ressources. Nous faisons ça pour ne laisser personne derrière en ce qui concerne la vaccination. Une des choses que nous avons appris à travers les années, comme vous voyez dans les chiffres en bas, c'est que plus que 888 millions des enfants ont été vaccinés depuis la fondation de notre organisation. Plus que 15 millions de morts ont été évitées
Nous avons distribué 1,42 milliard de dollars dans des systèmes de support, systèmes de soutien de santé. Et le retour sur l'investissement, avec 1 dollar de dépensé, vous économisez 50-40 dollars en termes de handicap et maladie. Yavi est un partenariat de plusieurs organisations établies en 2000 avec les membres fondateurs du OMS, UNICEF, Fondation de Bill et Melinda Gates et la Banque mondiale. Euh, et nos partenaires basés dans les pays sont principalement OMS et UNICEF et nous sommes en train de diversifier nos partenariats avec des organisations dans le secteur privé et notre conseil administratif est composé des ministères de santé des pays en développement, des secteurs privés, des experts, etc. Alors, comment nous soutenons des pays au niveau macro? Nous avons trois méthodes de financement. D'abord, c'est le soutien vaccinal. 75% de nos ressources sont ciblées pour la vaccination contre rougeole, paludisme, etc. Après, c'est le renforcement des systèmes de santé. Je fais partie de cette équipe qui est pour aider les pays à distribuer les vaccins depuis le port d'entrée jusqu'aux enfants ou maintenant avec la pandémie aux adultes aussi. Nous avons aussi un soutien et accompagnement de techniques euh, à travers nos partenaires en sciences. Alors, nous sommes là pour avancer des programmes de vaccination nationale, hein. Et après avoir vu cette présentation sur les SVN, notre objectif principal est d'augmenter la couverture vaccinale de manière durable. Vous voyez dans la diapositive, nous avons beaucoup de vaccins qui sont soutenus par notre organisation. Et vous voyez nos méthodes de financement principales, ce qui est l'accompagnement du système de santé. Nous avons lancé un fonds d'accélération équitable qui a commencé et ça couvre seulement la période de 2021 à 2025 pour couvrir des enfants à aucune dose vaccinale ou qui n'ont jamais été vaccinés et l'optimisation d'une plateforme sur les matériels de la chaîne froide. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais je vous laisse cette diapositive qui montre des autres sources de financement qui sont disponibles pour des programmes de vaccination nationale. Maintenant, je viens à votre projet et les attentes de vos projets. Alors, Nathalie et Jana, vous avez parlé de l'accès au financement. La plupart des financements du Gavi va vers les ministères de santé dans un pays donné. Alors, avec notre stratégie pour couvrir des enfants qui n'ont jamais reçu aucune dose vaccinale, nous avons, avec notre fonds d'accélérateur équitable, avec des autres partenaires, à augmenter des subventions au niveau sous-national et particulièrement aux communautés ciblées et dans des partenariats ciblés. Si vous voulez demander du financement à travers Gavi, il faut utiliser la structure IMRA. C'est identifier des enfants dans les communautés qui n'ont jamais été vaccinés, sont qui, sont où, pourquoi ils n'ont pas accès au système de santé est très important.
combien de ces enfants existent. Après l'identification, les pays doivent mettre en place des stratégies ciblées, customisées pour le contexte du pays, qui adressent et l'approvisionnement et la demande au site, et l'implémentation de cette stratégie d'avoir une intégration dans le plateforme primaire de santé. Nous ne voudrions pas voir des silos et un programme verticalisé parce que ce n'est pas productif. Il faut atteindre ces communautés et pas seulement s'intégrer dans dans des programmes de santé, mais aller plus loin à trouver des autres, comme la vaccination et des autres euh, problèmes comme avec l'organisation de migration, nous sommes en train d'essayer d'atteindre des tribus nomadiques et même des autres communautés modernes qui deviennent de plus en plus zéro dose. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir changer un peu l'orientation de ces programmes et de mettre en place un plan pour avoir un engagement politique et financier. Quand je dis financière, je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir accès à ces sources de financement. Alors voilà les deux programmes que nous avons pilotés et testés avec pas mal de succès euh, avec notre stratégie Gavi 4.0, avec des stratégies nationales et sous-nationales en ce qui concerne la gestion des chaînes d'approvisionnement. Et deuxième programme était gestion du leadership. Nous avons adressé à travers cette initiative, ce qui était leadership, gestion et coordination. Il y avait plusieurs différents programmes, mais ici, nous venons à votre projet en particulier, ce qui était un programme de formation où les participants ont reçu de la formation sur le leadership et coordination et gestion, mais à travers des modules hybrides, que ce soit en présentiel à travers des moyens virtuels avec un mentor ou un coach. Ils ont tous choisi un projet capstone ou un projet innovant. Et à travers cette période de financement, ce qui était un cours de 9 mois, ils ont dû choisir un projet qui était un problème sur la vaccination dans leur propre pays, leur propre district, leur propre région où c'était possible d'améliorer la couverture vaccinale parce que ça, c'était notre concentration précédente. Je vais vous expliquer le cas d'un pays. Alors, c'est un exemple de Ghana. Je sais que nous avons des participants qui sont de Ghana aujourd'hui. Vous, vous en reconnaissez ou pas? Mais le thème était national et sous-national. C'était par rapport à une formation en partenariat avec Yale University et l'université à Ouganda et l'université de Cameroun. Alors, cette équipe, avec 5 à 7 participants, ont choisi un projet. Ghana a choisi un projet sur l'amélioration de la couverture du Penta 3. Mais le projet est réussi quand vous choisissez un objectif qui concerne le plan de vaccination de votre pays ou qui a le soutien d'accompagnement du Gavi ou qui a des fonds accessibles depuis le fonds accélérateur d'équité. Et Ghana était très spécifique en termes de leur objectif. Et cette équipe a bien fait de spécifier leur projet le plus possible. Ils ont choisi une région, la Volta région,
avec une couverture qui améliorait de couverture Penta 3 de 10% avant la fin décembre 2021. Ils ont fait une analyse de causes racines pour voir toutes les raisons de pourquoi il y avait un déclin de couverture dans la région Volta. Et vous allez voir dans cette diapositive qu'il y avait, après avoir généré des idées, il y avait beaucoup de régions qui n'avaient pas accès à l'approvisionnement. Il y avait des micro-plans, des rapports PEV. Et puis, cette équipe a pu cibler une stratégie, ce qui était dans leur sphère de contrôle. Et la stratégie qu'elle a choisie avait le maximum d'impact au niveau local, ce qui était le renforcement de surveillance supportive. Prochaine diapositive. Je pense que, voilà, ouais. La prochaine diapositive est un diagramme qui vous montre de manière étoilée où ils ont demandé des questions encore et encore, pourquoi, avec des différentes réponses. Et puis à la fin, ils ont dit que la surveillance supportée serait une solution. Je vais vous expliquer rapidement parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont eu cette expérience. Alors, Kenya a utilisé un sujet sur la réduction d'un taux élevé de arrêter le MR1 et MR2, arrêter la vaccination du MR1 et MR2. À Malawi, il y avait un problème de la qualité des données dans une région en particulier, la région du Sud. L'Ouganda a choisi le sujet d'améliorer la couverture du MR1 de 10% dans un district en particulier. La Somalie a encore utilisé le sujet d'améliorer la couverture avec le Penta 3 de 10% dans 5 régions avant décembre 2021. Alors, vous voyez que chaque pays a vraiment choisi des sujets qui étaient dans le contexte et appliqués spécifiquement à leur pays. Alors, si vous voulez soumettre votre proposition, ça doit être soumis à vos propres gouvernements parce que Gavi ne peut pas soutenir des individus de manière de financer des individus, mais vous pouvez euh, euh, soumettre vos propositions au sein de vos gouvernements pour avoir accès à nos ressources de financement. Et sachez que c'est très important de faire en sorte que vos programmes s'intègrent aux stratégies nationales de vaccination. Et comme Jana a dit, la vaccination nationale a besoin d'une analyse de situation stratégique et vous avez besoin de faire une analyse de la situation locale et de savoir les causes racines. Et s'il vous plaît, choisissez une intervention qui va avoir le plus d'impact. Choisissez quelque chose dont vous pouvez contrôler. L'autre chose, c'est de définir l'intervention. Je pense que Nathalie a aussi parlé de ça. Il faut définir une chronologie et de dire exactement ce que vous allez faire. Et comme j'ai mentionné, n'oubliez pas de vous adresser à vos ministères de santé parce que toutes ces applications Gavi ont des plans opérationnels annuels, mais chaque gouvernement travaille différemment. Il y a des pays où des districts ont leur propre plan, mais vous allez savoir qui est le bon département à adresser. Dernièrement, pour avoir accès aux fonds, il faut faire un planning du portefeuille complet et je vais vous montrer une liste qui sont en train de faire un plan de portefeuille complet en 2022 et 2023 et aussi sur le fonds d'accélérateur d'équité. Nous avons reçu presque 40 demandes de pays. Alors, parlez avec vos ministères de santé
pour avoir accès à ces sources. S'il y a des pays qui ne demandent pas du tout, ces pays qui ne veulent pas du tout demander ou remplir des demandes pour ces ressources, nous avons la possibilité que des collaborations ou des groupes puissent faire des demandes ensemble avec des acteurs clés. Voilà ma dernière diapositive. À vous, Laura. Merci beaucoup, Ranjana. Je pense que ces facteurs de succès clés aident beaucoup pour que les personnes puissent essayer d'accéder des ressources au sein de leur propre gouvernement. Je vais donner la parole maintenant à MJ. Merci Laura. Je vais commencer avec des questions, mais maintenant, nous allons faire un résumé des présentations parce que normalement, nous n'avons pas trois présentateurs pendant une séance. Alors, au début, nous avons parlé des stratégies vaccinales nationales, qui étaient avant appelées le CMYP, qui était le plan multi-année compréhensif, qui est maintenant appelé le SNV, la stratégie nationale de vaccination. Et si c'est possible, ce serait bien d'essayer de aligner vos programmes avec le gouvernement national parce que c'est important de travailler ensemble envers les mêmes objectifs, pas d'essayer de mettre des différents objectifs. Et puis, Nathalie vous a expliqué les sujets de financement. C'était très important de savoir des différentes ressources de financement pour des programmes vaccinales et des différentes ressources pour vos propres projets aussi. Et puis, elle a aussi mentionné dans la présentation de Nathalie, qui a montré les 4 étapes euh, pour présenter et pour justifier et s'argumenter pour des ressources au sein de votre gouvernement. Il faut mettre en place un plan, avoir votre proposition, savoir combien ça va coûter, de comprendre combien de ressources sont disponibles. C'est très important de comprendre la situation dans votre gouvernement. S'il y a des ressources disponibles, est-ce que le gouvernement est limité en termes de ressources ou est-ce que le gouvernement peut ou a la possibilité de mettre en place des sources de financement pour votre projet? Il faut savoir comment mettre en place un budget et il faut démontrer l'impact attendu et démontrer que vous savez utiliser votre budget et dépenser de manière responsable et efficace. Ça s'applique à pas seulement les programmes stratégiques de vaccination nationale, mais à vos projets euh, respectifs aussi. Et à la fin, comme Ranjana a parlé de Gavi et son organisation, il y a beaucoup de différentes ressources de financement pour vos projets, mais nous voulons vous présenter un peu cette organisation parce que c'est très important de savoir nous avons eu cette expérience similaire avec des projets que vous êtes en train de préparer. C'est de savoir des leçons qui ont été apprises, les facteurs pour avoir du succès dans vos propositions pendant que vous êtes en train de vous approcher de proposer vos projets au sein des ministères de santé ou au sein de vos gouvernements et de savoir quelles sources de financement sont offertes et proposées au gouvernement. Alors, vous pouvez utiliser ces informations pour justifier et argumenter pour votre propre projet. Et si, par exemple, vous avez la malchance de voir que voilà, le financement est au milieu de ce cycle de 5 ans et vous ne pouvez pas proposer un nouveau projet. Sachez qu'il y a des périodes de révision et c'est pendant ces périodes où votre nouveau projet peut être proposé pour des ressources au sein du Gavi à travers votre pays. Alors, maintenant, les questions et réponses, nous avons
eu une question sur la théorie de change. Est-ce que vous pouvez nous résumer encore ce que ça veut dire? Merci beaucoup, Samir. C'est lié au processus de demande pour des sources du financement Gavi. Je voudrais souligner le lien entre le SNV, la stratégie et la proportion de cette stratégie qui va ou qui pourrait être soutenue par Gavi dans les pays éligibles au financement Gavi. Alors, c'est très lié aux procédures de demande de financement d'un gouvernement au sein du Gavi. Merci beaucoup, Gavi. Oui, la théorie de modification, théorie de change est un instrument utilisé, mais nous savons que beaucoup de pays font des analyses SWOT. Il y a beaucoup de pays qui font euh, une analyse de couverture et équité au sein de ces projets que je vous ai présentés. Il y a des analyses de situation. C'est tout ce qui est important. Il faut identifier des bonnes interventions qui vont vous donner les résultats dont vous attendez. Alors, c'est vraiment une approche, la théorie de change, c'est une approche d'identifier euh, les résultats, les risques euh, et, et aussi d'identifier le problème. C'est ce dont nous vous conseillons pour toute demande Gavi. Si je peux rajouter, je ne sais pas pour les personnes dont euh, autour des participants, mais jusqu'à cette année, j'ai jamais entendu le terme théorie de change et l'analyse soit, oui, des modèles de logique, ce sont des termes que j'ai entendus avant, mais tout se chevauche. Peu importe l'approche que vous utilisez, l'objectif est d'avoir une approche méthodologique pour identifier le problème dans votre contexte. Quelle est la cause racine et comment est-ce que vous allez adresser ce problème? Je pense que ça, c'est l'objectif à la fin, peu importe l'approche. Et le gouvernement national, pendant que eux, ils remplissent leurs demandes pour du financement à travers Gavi, eux-mêmes, ils sont obligés de faire une analyse théorie de change. Vous, pendant vos propositions, vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire cette analyse, mais ce qui est important, c'est de pouvoir justifier pourquoi vous pensez que votre projet en spécifique va aider le programme vaccinal en tout. Et il faut montrer que vous avez fait une procédure diagnostique et analytique. Comme a fait Ghana, ça peut être une analyse théorie de change, ça peut être une analyse SWOT, mais c'est juste à montrer que vous avez employé une approche systématique pour identifier les problèmes et les méthodes de solution. Pour la prochaine question, une personne a demandé comment faire en sorte que les sources de financement privées externes puissent s'intégrer aux priorités gouvernementales. Euh, je pense que ça se chevauche avec multiples sources de financement. Oui, c'est une très bonne question. Des sources privées sont difficiles à accéder. Je ne sais pas comment vous pouvez mm, les aligner avec les priorités gouvernementales. Des sources de financement privées, ce qui est le plus efficace, c'est de pouvoir utiliser ce que nous appelons, j'ai oublié le mot, mais la conversation avec les partenaires. Typiquement, l'OMS, par exemple, dans plusieurs pays, est le partenaire leader qui demande des rendez-vous entre le gouvernement et les partenaires, qui met en place ces réunions pour adresser ces problèmes de santé. Et ça, c'est la meilleure manière, à travers ces conversations, de pouvoir avoir tout le monde aligné autour des mêmes priorités.
pendant ces réunions. J'oublie le mot maintenant. Si je me souviens, je vais le mettre dans le chat, mais ça m'est échappé. Alors, si c'est des foyers, c'est très difficile de l'aligner avec des priorités gouvernementales. Mais ça peut être privé dans le sens où des ONG privées ou des assurances privées. Ça peut être aussi des organisations à but non lucratif aussi. Je connais mes régions le plus, mais je sais que dans quelques pays, il y a de l'assurance basée dans la communauté. Alors, il y a le potentiel d'avoir ces personnes comme sponsors ou de pouvoir mettre en place des subventions ou du soutien pour ces agences pour faire en sorte qu'ils s'alignent avec les priorités gouvernementales. Je sais qu'Ouganda a beaucoup de fournisseurs de services qui sont à but non lucratif ou religieux, mais ces organisations ne sont pas alignées avec le gouvernement, mais reçoivent des fonds depuis le gouvernement. Mais je dirais, tout ça peut s'aligner à travers des réunions, des plateformes de collaboration où les partenaires et les gouvernements sont en train de travailler ensemble. Et ça dépend de la taille de votre pays. Il y a des partenaires qui s'investissent dans des différentes régions. Je sais qu'il y avait un pays où le gouvernement ne donnait pas assez de services de santé dans quelques régions. Alors, il y avait des autres partenaires qui étaient en train de fournir ces services eux-mêmes. Ah, c'est une très, très bonne question. Je ne sais pas si Joanne et Ranjana, vous avez vos propres réponses. Oui, bah, j'ai un exemple depuis un pays, le programme STEP, nous avons eu du financement depuis la fondation STEP et des autres partenaires qui nous ont rejoints. Mais juste pour rajouter à ce que Nathalie a dit, tout ce qui est source de financement privé est lié aussi aux responsabilités d'entreprise. Et vous voyez que ces donateurs privés ont tendance à avoir un objectif partagé avec le gouvernement. Objectif partagé, ça veut dire que tout est similaire au plan national de santé et la stratégie de vaccination nationale. Et là, nous voyons que le gouvernement va chercher auprès de ses sources de financement. Et c'est comme ça que normalement, ça peut très bien s'aligner. Merci. Je vais maintenant vous poser la prochaine question qui est pour vous, Ranjana. C'est quoi le processus pour demander des subventions Gavi? Si vous pouvez en expliquer aussi la procédure, mais aussi qui est éligible. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, je vais prendre en premier. Seulement les gouvernements nationaux peuvent demander des subventions Gavi. Alors, ces pays qui sont éligibles sont déterminés par un seuil du PIB. Je pense que c'est 1 500 $ par personne par an. Et tout ce qui est en dessous, tout pays qui est en dessous de ce seuil est éligible. Il y a 57 pays qui sont éligibles pour financement à travers Gavi. Alors, comment demander ces subventions? Nous les appelons des fenêtres. 75% de nos subventions sont données pour des vaccins, pour des seringues, pour du matériel, de soutenir la distribution et ce mécanisme de distribution. Ces pays préparent une proposition de projet, comme vous êtes en train de faire, qui est
analysé à travers une consultation, utilisant l'analyse théorie de changement. Et je vous ai montré le cadre pour la période stratégique actuelle pour les enfants à 0 dose vaccinale. Et pour avoir accès à ces fonds, je vous avez dit que 75% des ressources viennent des sources domestiques. Il faut indiquer les ressources des autres donateurs et comment Gavi va vraiment pouvoir vous aider. Dès que la demande est prête, ça doit être approuvé par notre comité national, le comité national éthique, et puis c'est soumis à Gavi. Nous avons un processus d'approbation avec des experts indépendants, ce qui est un panel d'experts international. Et eux, ils recommandent l'approbation ou pas à notre organisation. Et dès l'approbation, les fonds sont donnés au pays. De plus en plus, nous voyons que les ressources sont données au CSO à travers des gouvernements nationaux. Ça, c'est une autre fenêtre pour accéder au fonds Gavi. Il y a aussi une autre fenêtre de fonds Gavi parce que quelqu'un a demandé pour la recherche et développement. Il y a de l'argent donné pour de la recherche à travers le gouvernement. Nous avons une subvention de recherche, d'implémentation de recherche en partenariat avec l'UNICEF qui travaille avec des institutions au niveau national. Ah oui, ça c'est très bien. Je vais vous demander encore une autre question qui pourrait être importante pour nos participants. En hypothèse, si je suis un cadre sous-national de vaccination et j'ai une idée pour améliorer la vaccination de rattrapage dans notre programme vaccinal et je veux m'engager avec le secteur privé, j'ai besoin d'un peu plus de sources de financement. Est-ce que vous pouvez me dire quelles étapes je peux suivre pour avoir un financement à mon projet à travers des ressources Gavi? Comment est-ce que je peux en parler au gouvernement national pour faire en sorte qu'ils incluent mes, mon projet vaccinal dans leur demande auprès du Gavi? Alors, toutes les bonnes choses que j'ai dit de vous, Samir, ont été coupées. Mais j'ai dit que c'était une très bonne question parce que Gavi, à un niveau local, nous ne pensons pas au projet individuel, mais c'est un effort collaboratif des individus, des organisations, des provinces au sein du pays qui mettent en place un planning avec leur propre projet. Alors, comme je vous ai montré dans ma diapositive, c'est très important d'essayer de lier à travers votre district, les autorités locales, euh, pour voir les priorités et les plans du district qui sont en train de mettre en place et de voir s'il y a des sources de fonds privés là-bas. Je vous donnerai un exemple. En Inde, il y avait un partenariat avec Unilever, avec quelques districts en Uttar Pradesh. Et ici, il s'agissait de l'hygiène des mains, sanitation, hygiène, de se laver les mains et ils essayaient de lier ce programme avec la vaccination. Ça a très bien marché et le gouvernement l'a fait en partenariat avec Unilever dans quelques districts et les entités sous-nationales. Et il faut voir vraiment quoi le secteur sous-national, le secteur privé et le secteur local, parce qu'il y avait Unilever en partenariat avec le gouvernement sur ces efforts. Et moi, je vais dire, en ayant été au dialogue de Gavi, pour la plupart, les gouvernements demandent aux collègues de venir à ces réunions eux-mêmes et de ce que j'ai vu au niveau sous-national, ils ont des projets en spécifique que
ils plaidoient pour que ce soit inclus dans leur demande de financement auprès du Gavi. Alors, ils sont là déjà avec leur projet qu'ils voudraient financer. Alors, vous, au niveau local, vous ne savez même pas si l'argent vient du financement domestique, du Gavi ou du ministère de Santé, mais c'est très important de s'engager au niveau local pour que eux ils puissent plaidoyer au niveau au-dessus de vous. Alors, je ne pense pas que vous avez besoin de savoir si les fonds viennent de Gavi ou de votre gouvernement national ou des fonds domestiques, mais vous avez besoin de leur aide pour plaidoyer votre cas et de faire plaidoyer votre cas avec les donateurs Gavi. C'est exactement ça, Samir. Alors, ça couvre les questions principales que nous avons eues. Je vais demander à Laura si vous avez noté quelque chose d'intéressant que vous voudriez poser. Il y a beaucoup de questions qui arrivent des personnes qui voudraient savoir comment avoir accès aux fonds et ça doit aller à travers l'approbation gouvernementale pour être accepté. Mais ce dont nous avons soutenu depuis le début, c'est dans la rédaction de votre proposition, il faut avoir l'approbation de votre ministère de Santé pour pouvoir implémenter votre projet. Et il faut savoir s'il y a des choses que vous êtes en train de proposer euh, qui n'obligent rien, en fait. Et il faut penser à comment vous pouvez faire ça sans devoir penser au fond. Mais euh, c'est vrai que nous avons mis en place une partie où il y a un résumé point par point de comment mettre en place un budget et il faut penser de manière globale de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et il y a beaucoup de gouvernements et ministères de santé qui sont très, très, très occupés avec le lancement de la vaccination contre le COVID-19 et la récupération et le rattrapage vaccinal après le Covid-19 est très très important et il faut mettre la concentration dessus. Sinon, nous allons voir beaucoup d'épidémies dans les années à venir. Alors, si vous pouvez mettre en avant en fait ce point avec le ministère de Santé, je pense qu'ils vont penser, ils vont être contents de savoir qu'il y a des gens qui pensent à améliorer la couverture. Il y avait une question sur le mécanisme pour le maintenance de certains indicateurs. Je pense que ça pourrait être utile pour des gens de comprendre comment ça s'est fait, parce que je suppose qu'il y a des gens qui viennent de différents niveaux au sein du système de santé du pays pour comprendre comment les fonds sont tracés et c'est surveillé par Gavi. Ça, c'est une très très bonne question. Normalement, ce que fait Gavi, c'est que chaque subvention Gavi a un cadre de surveillance et évaluation. Toutes ces opportunités de fonds euh, sont données avec un accord entre Gavi et le pays qui dit que le pays est obligé de nous donner un rapport sur leur progrès. Nous n'utilisons pas normalement les indicateurs. Nous avons le HMIS du pays lui-même et notre formulaire de rapportage conjoint. Notre mécanisme de validation au niveau macro dépend de l'estimation unique de l'UNICEF et de l'OMS. Alors, nos indicateurs sont pour la plupart basés là-dessus. Nous avons aussi les données administratives. Nous avons un mécanisme pour des pays échantillons où nous avons un questionnaire qui est fait, un audit, une sorte d'audit qui est fait avec des partenaires, avec des autres organisations.
qui est avisé par le comité de coordination vaccinale, mais normalement, nous dépendons sur le pays, les données du pays lui-même et son système HMIS. Ok, je pense que nous sommes à la fin, alors je vais donner la parole à Lise pour clôturer la séance. Très bien. Sarah est juste, je voudrais juste m'assurer que vous m'entendez. Ok, très bien. Alors, merci encore à tous les animateurs, présentateurs et facilitateurs et nos participants qui ont été très engagés dans le chat aujourd'hui. Alors, notre question de réflexion pour aujourd'hui est qu'est-ce qui, dans cette présentation, vous aidera à plaidoyer en faveur d'un financement de votre gouvernement pour mettre en œuvre des activités de reprise suite à la pandémie COVID-19? Moi, je suis désolée, Lise, nous vous entendons mal. Alors, moi, je vais juste répéter la question. Et c'est aussi quelles informations supplémentaires aimeriez-vous avoir? Euh, J'espère que vous allez réfléchir à cette question et y répondre dans notre forum Boost Learning, apprentissage Boost. Le financement veut dire que c'est un aspect où beaucoup de gens ne sont pas nécessairement conscients et vous connaissez peut-être pas Gavi et comment ça fonctionne dans vos pays ou si vous êtes en train de recevoir des fonds à travers votre pays, alors nous allons partager ces ressources avec vous. Nous allons parler la semaine prochaine sur un planning compréhensif de vaccination. C'est très important parce que nous avons parlé de gaspillage et prévision. Et ce serait bien aussi de parler de qui va être dans une séance. Alors, ce serait super parce que nous allons parler de comment organiser votre séance compréhensive. Alors, Lise, est-ce que vous êtes de retour? Est-ce que vous pouvez en fait clôturer la séance? Ce serait super. Comme je vous ai dit, la dernière séance arrive la semaine prochaine et comme toujours, je vous rappelle de prendre le questionnaire, de suivre ce qui se passe dans le groupe d'apprentissage du forum, de s'engager dans notre Telegram et nous avons la séance compréhensive la semaine prochaine. Je remercie nos présentateurs Johanna, Nathalie et Ranjana. Je pense que ça vous a donné une vue globale des financements et vous a aidé à comprendre comment le financement fonctionne dans votre pays. N'oubliez pas de continuer à travailler sur vos propositions de projets qui sont à rendre le 1er juillet. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de regarder dans le groupe d'apprentissage Boost parce que toutes les questions sont là avec le guidage et les cadres. Alors, lisez et suivez les instructions de manière étroite parce que tout est à votre disposition. Je vous remercie et j'attends de vous voir la semaine prochaine.